l'équipe 2 va vers la Maison Rouge, armes au poing. Les communications transmises par le drone en survol crépitent d'informations. Une signature thermique à l'intérieur. La cible est définitivement à la maison. Le chef d'escouade signale aux soldats de couvrir le flanc de l'équipe. 2 de ces hommes comprennent immédiatement leurs fusils levés. Le reste de l'équipe 2 se forme, attendant l'ordre de forcer la porte. Mais avant que les mots ne puissent en quitter sa bouche, l'un des hommes, T2, remarque que la poignée de la porte bouge. Il crie alertant les autres. Leur formation se resserre. La pression sur les poignées de leurs fusils augmente également, juste au moment où la cible apparaît derrière la porte. Le chef d'escouade se stabilise. Il sait que la cible ressemble à une femme ordinaire, ou du moins, elle l'était auparavant. La retransmission en direct via les lunettes sur son casque révélait la vérité. D'énormes taches rouges couvrent la majeure partie de son visage, descendant le long de son cou et de ses bras jusqu'aux doigts. Des doigts enroulés autour d'un couteau de cuisine. La cible accueille doucement, même innocemment, les hommes armés à sa porte, les invitant à entrer. Le chef d'escouade lui ordonne de se jeter au sol et de lâcher son arme. Mais malgré tout, la cible insiste pour que l'équipe d'hommes lourdement armés en tenue tactique arrête de faire les idiots et leur dit de venir à l'intérieur et de rester un moment. Elle fait un demi-pas hors de la porte en direction de l'équipe 2, le couteau toujours fermement en main malgré les avertissements du chef d'escouade de rester où elle est. Ses ordres de lâcher le couteau et de rester en place ne semblent pas la dissuader. T24, le membre de l'équipe le plus proche d'elle, atteint sa ceinture et détache lentement une grenade thermite. La Fondation a déjà autorisé son utilisation. La cible doit être brûlée. Puis elle dit quelque chose qui fait frissonner toute l'équipe. Nous voulons juste avoir quelques invités. S'il vous plaît, entrez. Pour autant que l'équipe puisse voir, il n'y a pas de nous, juste la cible qui se tient là seule. À moins qu'elle ne veuille dire nous comme dans le... Dans ce qui pousse sur son visage, le chef d'escouade lui crie dessus de plus belle, exigeant qu'elle lâche le couteau. La cible se jette sur T24 avant qu'il ne puisse correctement amorcer l'arme incendiaire dans ses mains. Le couteau de cuisine dans ses mains est enfoncé dans l'espace où se termine son porte-plaque de protection, taillant à travers son uniforme et sa chair en dessous. L'équipe 2 ouvre le feu. Scarizilla se prépare à donner un coup de pied puissant contre le verre, les volets remontant le long de sa jambe. C'est vieux et ça se brise à l'impact. La star montante de YouTube retire prestement sa jambe pour éviter les débris qui pleuvent. Il prend soin d'éviter les bords et tous les morceaux de verre restants qui s'accrochent encore au cadre lorsqu'il s'introduit à l'intérieur. Exploration urbaine, c'est depuis longtemps le nom du jeu pour Scarizilla. Il vient de dépasser ses 100 000 premiers abonnés et il est temps de prendre au sérieux la route vers le 1er million. Quelques années plus tôt, c'était juste un moyen amusant de faire les fous avec des amis dans des bâtiments abandonnés effrayants. Maintenant, cela semble soudainement être un moyen viable pour Scarizilla de gagner de l'argent. Mais pour le prendre au sérieux, il a dû faire certains choix. Le faisceau blanc brillant de sa lampe de poche éclaire le couloir devant lui. Avant de progresser davantage, il sort 2 éléments essentiels de son sac, son masque et son nouveau téléphone portable. Le dernier est évident, sans sa fierté et sa joie, il serait perdu. La caméra zoom et son flash intégré est parfait pour l'exploration dans des bâtiments sombres et abandonnés. Et diffuser en direct pour célébrer 100 000 abonnés serait littéralement impossible sans cela. L'autre résulte d'un conseil de son père lorsqu'il a commencé à prendre YouTube au sérieux. Acheter un masque d'amiante. Le danger avec beaucoup de vieux bâtiments n'est pas seulement le risque de blessure, c'est qu'ils ont tendance à contenir des matériaux vraiment dangereux pour votre santé. Alors, le père de Scarizilla lui a donné un conseil gratuit pour obtenir un masque d'amiante, puis le déduire en tant que dépense d'entreprise lorsque vient le temps des impôts. Enfilant le masque et serrant les sangles, Scarizilla met en place le flux et commence à donner une introduction aux gens qui regardent depuis le confort de leur chambre. Un micro de revers fixé à sa chemise capte mieux sa voix pour qu'elle ne soit pas trop étouffée par le masque. Il accueille ses abonnés à un autre flux mortel, une poignée de commentaires de soutien encourageant Scarizilla et le motivant pour le flux. Quelque chose bouge. Des bruits de vie résonnent dans le couloir désert. Scarizilla sursaute, réagissant aux spectateurs de son flux, mais attribue vite le bruit à autre chose. C'était probablement un rat.
De nouveaux spectateurs rejoignent le flux tandis que Scarézilla s'avance dans le couloir. Guidé par la lumière de son téléphone, il inspecte les pièces de l'hôpital vide qui commencent à rouiller et à se détériorer. L'hôpital semble identique à son état lors de son abandon initial, comme si un jour, tout le monde était parti et s'était volatilisé. Des parties ont été brûlées presque jusqu'à la cendre. Scarézilla se rappelle avoir lu qu'un feu de forêt dans la région avait ravagé la majeure partie de la petite ville. Errant dans de tels lieux, il est difficile pour Scarézilla d'ignorer son isolement. Autrefois, lui et ses amis auraient exploré des endroits comme celui-ci, à la recherche de bâtiments effrayants issus d'histoires de fantômes. Ils apportèrent souvent des battes et de la peinture en aérosol pour aggraver le vandalisme déjà présent sur le site. Mais ils les avaient tous laissés partir maintenant. Scarézilla était sa marque, une carrière naissante, et il ne pouvait laisser personne l'empêcher d'atteindre cela. Pas même ses amis. Néanmoins, son chat lui tenait compagnie. Les commentaires affluent maintenant. Certains spectateurs font des dons pour jouer des sons sur le flux. Le premier est, bien sûr, un cri fort et horrifié, audio tiré directement d'un film d'horreur. Il est facile d'en rire, ayant prévu que les spectateurs essaieraient de le déstabiliser et de l'effrayer. Et hey, ils sont les bienvenus pour essayer autant qu'ils le souhaitent en ce qui concerne Scarézilla. Chaque don est toujours de l'argent dans sa poche. Il traverse des salles d'hôpital vides, balayant les lits avec la caméra de son téléphone, essayant d'ignorer les commentaires mentionnant qu'il était presque certain que certains patients seraient de mort dans ces lits. Puis, un bruit provenant de la pièce voisine, et non du flux sur son téléphone distrait Scarézilla. Il se fige, rien d'immobile dans un lieu abandonné ne tombe seul. Quelque chose doit le renverser. Il essaie de se dire que c'est juste un autre rat, mais les spectateurs sur le flux l'ont aussi entendu, et comme un public enthousiaste, ils veulent voir ce qu'il a causé. Conscient qu'aucun danger ne surgira de l'obscurité, Scarézilla quitte à regret le service où il était. Il traverse un autre couloir vide et brûlé en direction de la pièce d'où provenait le bruit. En effet, un vieux support de perfusion semble être tombé par terre. Fouillant la pièce avec la petite LED blanche de son téléphone, Scarézilla essaie de voir ce qui l'a causé. Une forme sombre jaillit de sous un lit d'hôpital. Scarézilla le sent passer sur son pied et crie, laissant tomber son téléphone écran vers le bas, la caméra face au plafond. La lumière du flash attrape un énorme rat gorgé alors qu'il se précipite hors de la pièce. Scarézilla soupire de soulagement, puis se prépare à l'inévitable raillerie de ses commentateurs. Attrapant son téléphone et le retournant, annonçant que c'était juste un rongeur de taille inhabituelle, il s'attend à voir des messages se moquant du cri qu'il a poussé. Mais au lieu de cela, tous les commentaires semblent discuter d'autre chose, à peine intéressés par ce qui est arrivé à Scarézilla, le chat est animé par des commentaires sur le plafond. D'étranges cercles sombres. À Urbex Fanfourtou 0, Burke, c'est quoi tout ce truc? À Spooky Watcher 237, Burke, c'est de la moisissure? À Hair In My Garage Sept a répondu « Non mec, c'est juste là où le bâtiment a été carbonisé ». Dag Grabber a répondu « Ce plafond a un problème, mec. Qu'est-ce que tous ces cercles sombres ?» Scarézilla lève la tête pour regarder le plafond, là où la caméra du téléphone était pointée juste avant. Il n'y a rien là. C'est un peu délabré, mais rien d'inhabituel pour un bâtiment abandonné, et il n'y a aucun signe des cercles sombres dont parlaient ses commentateurs. Pensant avoir compris ce qui se passe, l'explorateur urbain soupire et gronde gentiment son chat pour avoir essayé de le tromper, ignorant leurs commentaires insistants pour qu'il se retourne, regarde le plafond. « Ah Ilana, je te le dis, Zilla, regarde. Il y a quelque chose là-haut, tu n'es pas en sécurité. » D'un geste, Scarézilla annonce qu'il quitte l'hôpital désert. Il se sent soudainement froid et ressent un besoin irrésistible de rentrer chez lui, où il peut augmenter le thermostat. Mais il assure à ses commentateurs que le flux n'est pas prêt de s'arrêter. Le maintenant même, pendant qu'il quitte le bâtiment abandonné, monte en voiture et rentre chez lui. Scarézilla ne partagerait pas son adresse dans des circonstances normales, mais étrangement, il veut rencontrer le plus de gens possible, le plus vite possible. Il indique des points de repère et des tournants, donnant les directions les plus précises possibles à son public, leur disant de venir chez lui pour une rencontre improvisée avec ses fans. Les commentaires affluent, les opportunistes et les trolls discutent de leur plan pour se présenter. Quelques minutes après que Scarézilla soit rentré chez lui et ait augmenté le chauffage, son premier spectateur arrive. Puis d'autres arrivent, encore et encore, jusqu'à ce que des centaines débordent de la maison et sur la pelouse.
Et bien qu'aucun d'eux ne le sache ou ne puisse le voir, c'est ainsi que cela se propage. Après un incident où un streamer internet a eu un comportement étrange, la fondation SCP a enquêté. Des échantillons prélevés dans la maison du streamer, puis examinés par la fondation, conduiraient finalement à la découverte directe d'une autre épidémie de SCP-020. L'anomalie a été découverte tout à fait par accident, car il est impossible d'observer SCP-020 à l'œil nu. Ce n'est que grâce aux équipes médico-légales de la Fondation armée de caméras prenant des photographies des zones touchées que la présence de cette anomalie a pu être vérifiée après avoir confirmé qu'elle n'était pas le résultat d'un équipement défectueux. Il semble que, par des moyens anormaux inconnus, SCP-020 n'est visible qu'à travers l'utilisation de caméras, que ce soit en capturant des photographies ou en enregistrant des vidéos des zones ou des individus touchés par l'anomalie. Les chercheurs n'ont pas pu déterminer la cause exacte du camouflage actif de SCP-20, ce qui a suscité un débat parmi le personnel de la Fondation chargé de son étude. Les théories sont très variées. Une école de pensée supposant que l'anomalie elle-même contient des propriétés antimimétiques, ce qui a conduit à une enquête des experts de la Fondation en anomalies mimétiques, dont les résultats se sont avérés non concluants. Les analystes spectraux ont plutôt insisté sur le fait que SCP-020 est en quelque sorte capable de se protéger de la vue en réfléchissant toutes les formes de lumière loin de lui, ou du moins celles qui sont sur le spectre visible pour les êtres humains. Une fois de plus, il semble y avoir peu de preuves étayant cette affirmation. L'idée est cependant au moins plus plausible que certaines des affirmations les plus extravagantes faites à propos de SCP-020, y compris un chercheur proposant que l'anomalie était en réalité une série d'êtres provenant d'un univers alternatif entièrement plat, dépourvu d'espace tridimensionnel. Cette affirmation a été largement discréditée par la Fondation SCP et rejetée comme probablement causée par l'influence de drogues psychoactives, dont la découverte a entraîné le renvoi du chercheur qui a proposé la théorie. Ils avaient cependant raison sur un point. SCP-020 est certainement vivant. SCP-020 est un champignon anormal, un organisme qui est non seulement capable de se propager à un rythme inquiétant, mais qui peut affecter à la fois la matière inorganique et organique. Des traces du champignon et même des échantillons de colonies entières ont été trouvés sur des surfaces comme les murs et les plafonds, ainsi que sur ou dans des organismes vivants. En plus de l'effet anormal inné mentionné précédemment qui le rend invisible à l'observation directe, le champignon a également été connu pour affecter directement les autres sens. Il a même un certain degré d'influence sur le comportement des organismes vivants qui entrent en contact avec lui. SCP-020 est non seulement capable de croissance à petite échelle dans une résidence humaine, mais son développement n'est pas entravé par les variations de température intérieure ou les niveaux de lumière que l'on trouve à l'intérieur des maisons, des appartements et d'autres lieux similaires. Cela a été considéré par les experts botaniques du département de recherche en horticulture anormale de la Fondation comme atypique pour un champignon. La plupart des champignons poussent de mieux dans des conditions de faible luminosité, d'humidité élevée et de chaleur, car les températures froides les rendent inertes. Le fait que SCP-020 semble ne pas être affecté par le niveau de lumière présent dans une maison humaine donne une certaine crédibilité à la théorie selon laquelle ce champignon n'est pas affecté par la lumière sur le spectre visible. Bien que la cause exacte de cette invisibilité n'ait toujours pas été déterminée, elle a donné lieu au nom familier parmi les chercheurs, le moule invisible. Une fois qu'une colonie de ce moule anormal s'est formée dans la maison d'une personne, la prochaine étape de son cycle de vie commencera. Des spores sont libérés par le champignon qui sont également impossibles à percevoir à l'œil nu. Cependant, lors des tests et observations avec la surveillance vidéo des échantillons de SCP-020, les chercheurs de la Fondation ont pu déterminer qu'il y a un modèle de comportement de ces spores une fois libérés et comment ceux qui sont affectés par elles se comportent. Que les spores entrent en contact direct avec la peau ou soient inhalés à l'insu de la personne, elles provoqueront un changement rapide dans le lobe frontal de la personne affectée, la partie du cerveau responsable du contrôle comportemental et émotionnel. Le changement spécifique déclenché par les spores est universellement le même, quel que soit le sujet humain affecté par SCP-020. Un sujet affecté commencera à se sentir froid, suggérant que les spores sont capables d'affecter directement une zone spécifique du lobe pariétal du cerveau, le cortex somatosensoriel.
Tout expert en neurologie de la Fondation vous dira que c'est la zone du cerveau qui évalue et traite les sensations basées sur le toucher provenant de tout le corps, y compris la position, la pression, la douleur et, crucialement, la température. Se faisant dire par leur cortex somatosensoriel qu'ils ressentent un froid accru, les spores SCP-20 sont capables de contraindre le sujet affecté à augmenter les niveaux de chaleur et d'humidité dans leur maison. Cela est généralement réalisé avec l'aide de thermostats et d'autres technologies de chauffage domestique, mais la Fondation est au courant de plusieurs cas de colonies SCP-020 formées dans des logements loués sans installation de chauffage adéquate. Les chercheurs sont impressionnés et alarmés par les méthodes des individus affectés par les spores, capables d'augmenter température et humidité dans ces environnements. Augmenter la température d'une pièce à cause d'un sentiment de froid n'est plus considéré comme anormal, même si c'est dû à la présence de spores fongiques inhabituels. Cependant, dans le cas de ceux qui sont affectés par SCP-020, leur compulsion à rendre leur espace de vie plus chaud et plus humide n'est pas seulement faite pour tenir le froid à distance. Alors qu'ils pourraient croire que leurs actions sont les leurs et qu'ils augmentent la température comme ils le feraient normalement, en réalité, les individus affectés transforment leur maison en un habitat plus adapté pour le moule invisible et se transforment eux-mêmes en un habitat plus adapté. La division de botanique de la Fondation SCP a confirmé que, tout comme les champignons non anomaliques, les colonies de SCP-020 se développent plus rapidement dans des environnements suffisamment humides et chauds. Cependant, les effets des spores de SCP-020 sur le cerveau humain ne se limitent pas seulement à modifier la température et à créer de meilleures conditions pour la croissance du moule invisible, mais aussi à aider à sa propagation. Lorsque le lobe frontal a été affecté par les spores de SCP-020, un sujet ressentira une envie compulsive de s'engager socialement avec d'autres êtres humains aussi fréquemment et dans la plus grande capacité possible. Ce changement de comportement, qui peut être difficile à détecter chez de nombreux sujets déjà extravertis ou socialement actifs, se manifeste généralement dans l'organisation de rassemblements de groupes à la résidence où la colonie de SCP-020 est présente. Les amis et les membres de la famille, voire les connaissances et les collègues de ceux qui sont infectés par le moule invisible, seront probablement à l'extrémité réceptrice d'invitations répétitives et insistantes pour rejoindre l'individu affecté chez lui. En assistant à l'un de ces rassemblements proposés, ces personnes seront inconscientes de l'infestation de SCP-020 grâce à leur incapacité à la percevoir. Cependant, à leur insu, leur présence permettra aux champignons anormales invisibles de se propager, car les spores des colonies de moisissures autour de la résidence de la personne affectée se fixent sur les vêtements des invités. Dans certains cas, des images de caméra ont révélé que les spores peuvent atterrir sur la peau de ces participants et de nouvelles colonies de SCP-020 se développeront et grandiront directement sur leur corps. Cela se manifeste généralement par des taches rougeâtres sévères, presque couleur betterave, sur la peau. Cependant, ils ne sont visibles qu'à travers des photos ou des vidéos comme mentionné. Même si les spores se sont maintenant propagés à de nouveaux endroits grâce à de nouveaux vecteurs, les colonies de SCP-20 à la résidence originale ne cesseront pas de produire des spores. Cela continuera à un rythme exorbitant, jusqu'à ce que la quantité de spores et de colonies de moisissures invisibles présentes à un endroit atteigne un niveau critique de concentration. Lorsque cela se produit, les effets des spores sur les sujets initialement infectés deviendront rapidement plus extrêmes. Leur santé globale commencera à se détériorer, entraînant la mort après une courte période de temps. Cependant, une fois que le sujet affecté est décédé, il présente toujours un risque de propagation d'une infection SCP-020. Le moule continuera à croître de manière invisible sur un corps décédé, se propageant à tout intervenant d'urgence, auxiliaire médical, agent de santé ou autre personne entrant en contact avec le cadavre affecté. Cela a également, dans de nombreux cas, conduit à la découverte de plusieurs colonies de SCP-020 dans les morgues et les funérariums, ainsi qu'à l'intérieur des véhicules utilisés pour le transport des corps affectés. La découverte initiale de SCP-020 par la Fondation a eu lieu dans une maison civile à Redacted, la résidence d'une femme qui travaillait dans un hôpital local. Les premières inquiétudes sont venues d'un agent de la Fondation infiltré parmi le personnel de l'hôpital, qui a noté qu'une de leurs collègues montrait un changement dramatique dans sa personnalité. Alors qu'elle avait auparavant été renfermée et introvertie, la femme semblait faire des efforts actifs, presque agressifs, pour socialiser avec autant de personnes que possible, à la fois pendant son travail à l'hôpital et en dehors de son travail. Le changement de comportement était si dramatique qu'il a été immédiatement remarqué par l'agent infiltré à l'hôpital.
Et après en avoir discuté avec un spécialiste du comportement de la Fondation, ils ont pu déterminer que ce changement n'avait pas été causé par un facteur psychologique. En présence d'une infection comportementale anormale inconnue à l'époque, la force d'intervention mobile ETADIS, également connue sous le nom de Sino Evil, a été envoyée à la maison de la femme affectée. Des véhicules aériens sans pilote ont détecté sa signature thermique depuis le ciel, et les opérateurs de la FIM ont tenté de pénétrer dans la maison pour ne trouver que la femme debout dans l'entrée, tenant un couteau de cuisine. La vidéo a révélé que les 2/3 de son visage étaient recouverts de colonies de SCP-20. Les enregistrements audio et vidéo de la mission ont capturé ces paroles « Nous voulons juste avoir quelques invités ». Les chercheurs de la Fondation se sont demandé s'il y avait une qualité parasitaire précédemment inconnue à SCP-020. Cependant, on ignore si et dans quelle mesure le moule invisible utilise les personnes affectées comme hôtes. Après que la force d'intervention mobile ait abattu le porteur original, la Fondation a lancé une enquête de confinement. Grâce à l'analyse spectrale et à des balayages poussés des environs, la Fondation a vite compris que le problème dépassait largement le cas d'une seule femme infectée. Il y avait des centaines d'infectés, des milliers de colonies, potentiellement des centaines de milliers, voire des millions de spores. Les vidéos et les photos montraient d'énormes taches sombres sur les murs, les sols et les plafonds, non seulement de la maison où la femme les a été trouvées, mais aussi de l'hôpital où elle travaillait, de tout bâtiment qu'elle fréquentait régulièrement. Pire encore, toute personne qui fréquentait également les mêmes endroits, tous les patients avec lesquels elle est entrée en contact à l'hôpital, leurs familles qui leur rendaient de visite, les médecins, les infirmières, les nettoyeurs. C'était presque toute la ville. Afin de contenir l'épidémie, la Fondation SCP a émis un ordre permettant l'élimination de l'ensemble de la population civile. La ville elle-même a été incinérée avec l'histoire de couverture d'un incendie de forêt catastrophique en place. Tous les échantillons de SCP-020 qui ont été récupérés depuis ont été scellés à l'intérieur de chambres de culture et stockés dans la zone de recherche biologique 12. La seule façon d'accéder à cette zone scellée est via un sas. La livraison de nutriments et d'autres entretiens essentiels pour cultiver le champignon anormal est effectuée à l'aide de robots télécommandés, garantissant que la chambre elle-même reste scellée en tout temps. L'entrée doit être interdite à tout le personnel, peu importe son niveau d'habilitation de sécurité. Les équipes de recherche surveillant étroitement SCP-020 à l'aide d'équipements vidéo hermétiques pour étudier ce champignon anormal. Pendant ce temps, les ingénieurs de la Fondation et les experts en confinement vérifient l'intégrité de la chambre scellée abritant les spécimens. Tout le personnel de la Fondation SCP entrant dans les environs de la chambre de confinement doit porter un équipement complet de biosécurité de niveau 5. Cela inclut les bons recycleurs. En sortant de la zone, ils doivent se soumettre à un traitement complet de désinfection antifongique. Il y a eu des rapports d'au moins 12 épidémies distinctes de moisissures invisibles. La Fondation continue d'enquêter sur la source possible du champignon et de développer des mesures préventives. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen connu pour contrer les effets d'une infection SCP-020 chez les humains,